Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis accompagné aujourd'hui de nos deux chroniqueurs habituels, Cyril et Virgile, si vous voulez vous présenter en quelques mots. Bonjour, Cyril Cassagnier, formateur des développeurs chez Alira. Salut tout le monde, moi c'est Virgile, donc je m'occupe de tout ce qui est contenu par écrit, donc newsletter, etc. pour Alira. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Hugo Morosini. Est-ce que Hugo, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, très rapidement. Je suis un ancien ingénieur de chez Ledger et maintenant j'itère autour de tout ce qui est IA, génération d'images et notamment les LLM. Trop bien, super, hyper cool, donc très beau parcours et parfaitement adapté au sujet du jour puisqu'on va parler de comment sécuriser vos seeds, pas juste vos cryptos mais bien spécifiquement vos seeds et on parlera aussi d'un petit comparatif entre les LLM et on finira par un petit commentaire d'actualité autour de Denkun dont vous savez qu'elle a été mise en prod hier, qui est cette mise à jour importante sur Ethereum. Commençons par du coup la protection des seeds. Alors vous connaissez tous et toutes ici l'adage Not your keys, not your crypto. Je pense ça a été martelé suffisamment pour que tout le monde l'ait en tête. Ok, super. Une fois qu'on a dit ça, on se retrouve avec un petit problème quand même, c'est que ces fameux 12 mots ou 24 mots ou 18 mots en fonction du modèle que vous choisissez, il faut les sécuriser quelque part. Il faut les stocker quelque part. Alors, certains pourraient dire oui, on pourrait les retenir dans sa tête, etc. Ouais, bon, c'est faire un peu confiance à sa mémoire, à mon avis, de manière un peu excessive. Ça existe, hein, ça s'appelle un brain wallet. Ouais. Mais honnêtement, retenir 24 mots, c'est quand même assez challenging. Je veux dire, Puisque tu lances le sujet, je rebondis dessus. Je l'avais fait il y a 4 ou 5 ans. Je m'étais amusé à mémoriser une seed de, je sais plus, 12 ou 18 mots, tu vois, je ne me souviens plus, avec les palais de mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique où en fait on visualise les choses dans un espace qu'on connaît bien, on associe avec des actions qui sont un peu mémorables, un peu graphiques. C'est les techniques qui sont utilisées pour mémoriser notamment des discours. Ça s'appelle les palais de mémoire, si vous voulez aller voir sur Internet. Et je m'étais amusé à mémoriser la seed. Mais le problème, c'est que même avec ces techniques-là et même en me la répétant régulièrement, en fait, à long terme, là, tu vois, on est genre 5 ans après, en vrai, je m'en souviens plus, quoi. Je pense que je me souviens les 3 premiers mots, et c'est tout. Donc, comment on fait comment vous faites comment on fait pour stocker une seed de manière sécurisée sans qu'il y ait de soucis? Déjà, si je peux me permettre, il y a quand même quelques petits rappels à faire sur la seed. La seed, c'est les 12 et 24 mots que vous pouvez utiliser. Pour les créer, il y a évidemment une nécessité pour nous, d'un point de vue sécurité, de ne pas la faire créer par un outil qui est notamment en ligne. Donc, du coup, ne la créez pas avec votre MetaMask. Créez-la, du coup, avec ce que vous voulez d'autre, mais quelque chose hors ligne. Essayez d'éviter de la créer vous-même parce que vous avez des biais, sans forcément vous en rendre compte. Mais en fait, tous ces biais vont faire en sorte que vous avez une seed qui, au final, n'est pas si aléatoire que ça. Donc, moins sécurisé. Le plus classique étant d'utiliser un outil, un hardware wallet. Donc là, on a avec nous Hugo qui était chez Ledger, mais il en existe d'autres, des Trésors ou peu importe, qui vont vous permettre en fait de créer votre site directement avec des algorithmes qui créent un aléatoire qui est satisfaisant et qui permettent du coup à la fin d'avoir une seed convenable. Une fois que c'est fait, vous avez donc votre outil qui vous permet d'accéder à vos cryptos, notamment grâce à votre clé privée et clé publique. Et c'est cette seed-là, du coup, que l'on va quand même garder. Parce que derrière, si vous avez un problème avec votre hardware wallet, vous devez pouvoir retrouver vos cryptos. Votre hardware wallet n'est pas la sécurité finale, c'est un outil qui vous permet de gérer de la sécurité, mais du coup, c'est pas votre sécurité finale. Ce qui vous permet de garder votre sécurité, c'est justement garder les seeds à côté. Et donc, bref. Oui, c'est ça. On peut rappeler que le les débat clés est- privées qui permettent de signer les transactions crypto et donc en fait de posséder vos cryptos sont dérivées de la seed. Le vrai secret que vous devez protéger, en plus des clés privées évidemment, mais ça c'est protégé par des hardware wallets quand vous en utilisez, c'est la seed en fait. C'est ça le secret qui a de la valeur et que vous devez sécuriser. Tout à fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites déjà, question chat. Vous, qu'est-ce que vous faites quand vous avez votre clé, enfin votre seed? Est-ce que vous la gardez chez vous bien gentiment? Est-ce que vous la mettez dans un coffre? Est-ce que vous l'avez mis quelque part caché sous une pierre de Paris?
Pas du tout en sécurité. Et du coup, le truc le plus classique quand même qu'on va pouvoir éventuellement dire, c'est déjà écrire sa seed sur un papier. Bon, c'est une situation convenable. Derrière, où est-ce qu'on la met? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont mieux que d'autres? Je sais qu'il y en a pas mal qui les mettent dans un coffre. Est-ce que c'est votre cas, vous? Je ne peux pas y aller en public. Ah bah ouais, ça va, c'est Non, cool. alors c'est toujours le truc en fait sur ce sujet-là. Moi, j'adore ce sujet parce que justement, on a comment dirais-je, tu demandes aux gens où est cachée leur Ouais, thune, bien quoi, sûr. globalement, hein, quand tu poses cette Bien sûr. question-là. Donc forcément, tout le monde est en mode ah mais non, genre jamais je vais en parler. Et du coup, en fait, c'est un peu un problème parce que tout le monde enfin, c'est un sujet sur lequel on a vite fait de se sentir plus malin que la moyenne, de trouver des super codes, des super stratégies, genre ah non mais je vais avoir un petit algorithme où genre j'écris ma clé de ma seed pas en clair, tu vois, genre j'écris ma seed avec un petit truc qui fait qu'elle est codée. Mais en fait, enfin, c'est vraiment la quantité de gens autour de moi que j'ai qui ont perdu l'accès à leur fonds parce qu'en fait, ils n'ont pas juste noté leur putain de 24 mots sur un papier qu'ils auraient gardé chez eux dans un endroit simple et accessible. En fait, on a tellement vite fait de perdre l'accès à nos fonds parce qu'on a essayé de faire un truc trop compliqué. Moi, je trouve que le premier risque, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment de se dire, OK, à horizon 50, 10 ans, imaginez que la valeur des fonds que vous essayez de protéger, elle a fait x100, x1000. Et demandez-vous si votre système il est assez robuste pour que, partant du principe que vous aurez oublié à peu près tout ce que vous avez fait il y a 5 ans, vous soyez encore capable de l'utiliser, quoi. Ou pour le dire autrement, si c'est vos descendants qui tombent dessus, donc vos descendants, vos héritiers, vous mourrez, est-ce que ces gens sont capables de récupérer vos fonds avec les instructions simples et claires que vous leur avez laissées? Après, à défaut de savoir comment le chat gère ses seeds, j'avais une question pour Hugo. Quelles sont les précautions de base quand on génère un wallet? Très bonne question. Alors, honnêtement, c'est un sujet qui est extrêmement large, mais du coup, c'est cool parce qu'il y a plein de trucs à dire. Déjà, tout à l'heure, on a mentionné le fait qu'il y avait plusieurs tailles de seed possibles. On a la 12 mots qui est plus très populaire aujourd'hui, mais qui était bien répandue à l'époque. 18 qui est aussi un peu plus rare, mais surtout souvent 24 en fait. Et typiquement, si vous c'est un appareil Ledger, mais je pense que c'est la même chose pour les autres hardware wallets, on va vous suggérer d'utiliser 24. Ce qui est assez cool avec ces 24 mots, c'est que déjà, on peut diviser la feuille en deux. On peut en stocker 12 à gauche et 12 à droite. Si on n'a que la moitié de l'acide, on peut pas faire grand-chose. Donc déjà, tous ces gens qui se disent « Ah, est-ce que je la mets au coffre? Est-ce que je la mets chez moi ?» En fait, pourquoi pas les deux? Pourquoi pas 12 mots, donc la moitié de l'acide, 12 mots au coffre et 12 mots chez moi? Récupérer la moitié de l'acide, ça sert à rien et c'est impossible de deviner l'autre moitié avec seulement 12 mots. C'est trop compliqué d'un point de vue calcul. Donc, il y a plein de méthodes comme ça qui sont assez originales, mais auxquelles les gens pensent pas souvent. Souvent, on a tendance à vouloir avoir cette belle feuille avec les 24 mots, trouver la cachette ultime qui, du coup, n'existe pas, elle est un petit peu utopique, et s'attendre à ce que tout se passe bien. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus, sinon, il y a plein d'autres sujets. Je pense qu'on peut aussi beaucoup parler d'ergonomie, parce que c'est un petit peu ça le nerf de la guerre en termes de hardware wallet, en termes de sécurité de manière générale, hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous avez, je sais pas, quelque chose qui a de la valeur à protéger. Si vous le mettez à Fort Knox, ça va être très solide. Mais par contre, si vous avez envie de vous en servir au quotidien, ça va être compliqué. En revanche, si jamais vous le gardez dans votre poche arrière, là, vous pouvez aller acheter des croissants avec le matin. Évidemment, Fort Knox et la poche arrière, c'est deux allégories complètement différentes d'un niveau de sécurité qui n'est pas le même. Et c'est toujours ce trade-off de comment je fais pour avoir un gros niveau de sécurité tout en gardant une certaine user experience. Et c'est un petit peu ça qu'essaye de résoudre les hardware wallets en étant gardien de votre seed, car le hardware wallet contient la seed, mais il ne la laissera jamais sortir. Et par contre, il vous laissera signer des transactions avec. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux sujets quand on parle des seeds. Il y a où on la met et il y a sur quoi on la stocke. Peut-être le plus simple, c'est sur quoi on la stocke. Ça, en gros, vous avez des solutions aujourd'hui. Là, je suis sur le site de CryptoSteel que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres, hein, qui permettent de stocker dans du métal inoxydable et inifugé. Donc ça, chez vous, ça peut cramer. Vous retrouverez dans les cendres votre précieuse seed sans. Il y avait un YouTuber à l'époque, alors c'est il y a quelques années, qui testait tous les produits à la CryptoSteel.
CryptoSteel, pardon, qui les mettait dans de l'acide sulfurique, dans des fours en fusion, enfin des trucs comme ça, et qui faisait un benchmark pour savoir à quel point vraiment c'est safe. Et bon, c'était intéressant. Mais oui, c'est très très robuste. Il y a plein de systèmes différents. Là, on le voit, même CryptoSteel, il propose plein de systèmes différents. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, soit il y a des systèmes où on peut graver dans le métal, ou alors un petit peu comme cette espèce de petit clavier qu'on voit à gauche là, où on a des petites lettres. Ils nous fournissent plein de petites lettres et on peut les visser entre deux plaques de façon à ce que ça soit solide. Ouais. C'est assez malin, honnêtement. Et après, il y a où on le met, quoi. On dirait une vis, votre truc, on peut le mélanger avec de la quincaillerie. Ouais. Ça fait un peu quincaillerie, je suis d'accord. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que plus c'est discret, plus c'est sécurisé finalement. C'est vrai. Après, il y a un défaut qui est un petit peu inhérent au seed, c'est qu'en fait, il existe que 2048 mots possibles. Hein. C'est pas l'intégralité du dictionnaire anglais. Ouais. C'est uniquement 2048 mots possibles. Et plus la crypto progresse dans la culture et plus les gens connaissent la crypto, plus les gens commencent à savoir ce que c'est une seed. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un tombe à l'époque, si quelqu'un tombait sur ta seed par inadvertance, il y a des chances que cette personne, même si elle était mal intentionnée, n'en fasse jamais rien qui puisse te nuire. Je pense qu'aujourd'hui, les chances qu'une personne ne comprenne pas ce qu'elle a entre les mains, elles s'amenuisent d'année en année. Donc la cachette, c'est important. Et puis, tu vois, ce que je disais, c'est que ce que j'avais en tête, c'est le pompier, en fait, typiquement, qui retrouve ta CryptoSteel à tout moment, voilà. Quoi. Là, il y a des dilemmes moraux. Il y a des dilemmes moraux qui sont un peu violents. C'est l'avantage de la self-custody. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu une arme à double tranchant, la self-custody, parce que c'est énormément de liberté, puisque littéralement, personne au monde n'est habilité à prendre ce qui est tien. Par contre, c'est aussi beaucoup de responsabilité. Bon, on la connaît, un grand pouvoir, grande responsabilité, oncle Ben. Mais ça peut arriver. C'est un bon exemple. Qu'est-ce qui se passe si demain ma maison brûle? Il y a un pompier qui ramasse ma CryptoSteel. Ils disent qu'ils n'ont jamais rien trouvé. Je cherche pendant des mois dans les décombres et je le trouve pas. Et un beau jour, dans 2 ans, les fonds disparaissent. Je ne pourrais jamais savoir ce qui s'est passé. Tu vois, Alors, ouais. Moi, j'avoue que sur ce sujet-là, je suis hyper clivé. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir deux esprits en même temps. D'un côté, il y a des experts en sécurité comme Antonopoulos, où en gros, ces deux grandes préconisations, c'est pas de do-it-yourself security, parce qu'en fait, on l'a trop vite fait de se coincer soi-même en inventant des systèmes qui en fait sont moins robustes que ce qu'on est capable d'imaginer. Et du coup, lui, sa préco, c'est vous l'écrivez sur un papier, vous le mettez dans un coffre à la banque et fin de la discussion. Et vous commencez pas à splitter vos seeds en les coupant en 2, en les coupant en 4 ou que sais-je, parce qu'en fait, vous créez de la complexité. Et en créant de la complexité, c'est la meilleure manière de finir par perdre un bout et de le retirer. Moi, j'avoue que, donc ça, c'est d'un côté, tu vois, tu ne peux que respecter la préconisation qui vient d'un expert de ce niveau de calibre-là. Et en même temps, je sens bien en quoi, en interne, j'ai un truc qui résiste à l'idée de noter à un endroit unique ma seed complète, même dans un coffre de banque, parce que je me dis, putain, demain, genre scénario catastrophe, la France devient un État fasciste, ils décident de saisir tout ce qu'il y a dans les coffres de tout le monde, d'ouvrir tous les coffres de force et de récupérer ma seed. Oh mon Dieu, genre, je me ferai saisir ma crypto. Et du coup, l'espèce de trade-off que j'ai fait avec moi-même, mais je sais pas si je suis satisfait de ce trade-off. En tout cas, c'est celui que j'ai fait, c'est de dire, ok, je la répartis en 3 fragments. C'est un peu les Horcruxes. Hein. En fait, c'est un problème d'Horcrux. Franchement, quand je relis Harry Potter, je me dis, en fait, il est en train de nous parler de la sécurité de ses seeds. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, je répartis en 3 fragments et sur une clé de 24 mots, je mets 2/3 de la seed sur chaque fragment. Et donc, ça veut dire que tu as donc 24 mots, ça fait 16 si je compte bien. Tu as 16 mots sur 24 sur chacun des fragments. Et du coup, ça veut dire qu'avec simplement 2 fragments sur les 3, tu peux reconstituer la seed complète. Shamir secrète, ça s'appelle. Ouais, alors c'est pas exact. Shamir secrète, j'avais regardé, j'ai l'impression que c'est vachement sophistiqué techniquement. Ouais, c'est la version crypto de ça. Mais c'est le Shamir secret simplifié. C'est ça. Et du coup, je me dis, ok, donc là, c'est pas trop mal parce que genre, j'ai quelqu'un qui peut. Et ensuite, je le place dans 3 endroits sécurisés. Donc, ça peut être un coffre de banque, ça peut être, bon, pareil, hein, comme tout le monde, je vais pas dévoiler mes cachettes, mais c'est
un endroit sécurisé. Et si cet endroit, si j'ai un sur les 3 qui est compromis, je sais que la personne ne pourra rien faire. Et si j'ai un sur les 3 qui est perdu, c'est pas grave. Puisque j'ai les 2 autres encore. Et régulièrement, moi je le fais à peu près tous les ans. En général, je le fais aux alentours du Nouvel An. C'est mon petit rituel. Aux alentours du Nouvel An, j'essaie de reconstituer, de revérifier, d'auditer en fait si les 3 endroits existent encore, si les sites sont bien intègres aux 3 endroits, et si je suis capable de les reconstituer. Enfin voilà, c'est un peu mon modèle de sécurité, mais avec lequel je suis partiellement satisfait parce qu'en fait, je sais qu'en faisant ça, j'ai fait de la do-it-yourself security et qu'on n'est pas supposé faire ça et que normalement, on est supposé écrire sur un papier et le mettre dans une banque, quoi. C'est ça la vraie recommandation de gens comme Antonopoulos, c'est ça. Voilà, je sais pas ce que vous faites vous. Moi, je peux vous donner un petit peu ce workflow que j'ai inventé dans ces dernières années que je trouve assez safe. Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu une question d'UX. La réalité de la seed, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être accessible à partir du moment où elle est sur au moins un hardware wallet, parce qu'on n'utilise pas la seed. Et d'ailleurs, le moins on l'utilise, le mieux c'est, puisque à chaque fois qu'on l'utilise, on a une chance que quelque chose se passe mal. Donc, pour moi, la seed, vraiment la solution ultime, c'est je la coupe en 2, 12 mots, je mets 12 mots à la banque. Comme ça, même si tout à l'heure, quelqu'un dans le chat disait oui, mais le banquier peut accéder au coffre. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe si demain, ton banquier, il ouvre ton coffre, il voit un bout de papier, il déplie, il fait oh tiens, 24 mots, il sait ce que c'est, il prend une photo, il la remet, et en fait, juste un an plus tard, lui ou quelqu'un d'autre décide de vider le compte. Tu pourras jamais prouver, retracer. C'est impossible. En fait, le problème, c'est que c'est improuvable. Cette personne a pris une photo de tes 24 mots, elle va décider dans 10 ans, ça se trouve, de vider le compte. C'est improuvable. On ne peut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que les fonds ont disparu. Donc, cette histoire de la banque, tout mettre à la banque, c'est peut-être la solution de simplicité tant qu'on a confiance dans les institutions bancaires. Et honnêtement, il n'y a pas de raison de pas avoir confiance jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, ça se passe mal. Donc, la couper en 2, c'est pas idiot, puisque de toute façon, le principe de la seed, c'est qu'on s'en sert pas. On en a 2. Par contre, avoir un seul hardware wallet, c'est compliqué pour plein de raisons. Bon, imaginons, je suis chez moi, j'ai la moitié de ma seed chez moi et j'ai mon hardware wallet. Pas de chance, l'appartement, il brûle. Le hardware wallet a fondu, brûlé, et l'autre moitié de ma seed a fondu aussi. Là, je me suis mis dans une position d'échec et mat. Parce qu'en fait, il me reste mes 12 mots à la banque, mais avec 12 mots, je fais rien. C'est impossible de récupérer les 12 qui manquent. Le hardware wallet, qui pouvait faire des transactions et qui potentiellement m'aurait servi à déménager, à bouger toute ma crypto sur une nouvelle site que je génère après, il a fondu aussi. Terminé. Par contre, il y a une mécanique à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. Il n'y a rien qui empêche d'initialiser la même site sur plusieurs hardware wallets. Je peux acheter 5 hardware wallets. D'ailleurs, je peux acheter plusieurs hardware wallets chez plusieurs marques différentes. Et je peux initialiser 2, 3, 4, 5 hardware wallets sur la même seed. Et ces hardware wallets, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont protégés par un code PIN. Donc, en fait, quelqu'un qui détient le hardware wallet ne peut pas s'en servir. Donc, en fait, on peut les laisser un peu n'importe où. Vous pouvez les laisser chez vos amis, dans votre famille, à gauche, à droite. Enfin, d'un point de vue géolocalisation, les hardware wallets, c'est assez facile de les dispatcher. Il y a un code PIN pour s'en servir. On a le droit qu'à 3 essais. Si quelqu'un essaie de le brute force, le truc s'efface, la seed s'efface, fin de l'histoire. Aucun hardware wallet n'a jamais été hacké. Je parle au nom de ceux de Ledger, mais globalement, c'est une solution qui est très robuste. Et si un jour, problème, la maison brûle, la seed est détruite, c'est pas grave, il me reste entre 2 et 5 hardware wallets que je peux utiliser pour déménager mes fonds, régénérer une seed, etc. Ah tiens, je me demande, c'est pas le youtubeur à qui je faisais référence. La destruction, je le mets en fond. C'est marrant. Donc, pour moi, la clé de toute façon, c'est d'avoir une sécurité qui est adaptée à ce qu'on essaie de protéger. Des profils de détenteurs de crypto, il y en a plein. Hein. Il y a des gens qui ont 200, 300 euros de crypto. Il y a des gens qui ont des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. C'est une question de valeur. Il n'y a pas de sécurité ultime. Quand on a 300 euros de crypto, est-ce que c'est vraiment utile d'investir dans un hardware wallet à 120 balles? Je suis pas sûr. C'est quand même bon. Après, vous entendez ça de quelqu'un qui a un antivol qui est plus cher que son vélo, donc peut-être qu'il y en a qui le font. J'en sais rien. Je m'en suis fait voler 3, j'en ai eu marre, donc. Mais la sécurité doit être paramétrique. Si vous avez quelque chose qui a de la valeur à protéger, c'est pas déconnant d'investir un peu, d'acheter au moins 3 hardware wallets.
Alors, je précise pour le commentaire. J'aime bien la take. Les hardware wallets, en général, se valent à peu près tous. Ceux de Ledger, ils ont ce petit plus du Secure Element qui les rend vraiment, vraiment très solides. Mais il y a beaucoup de marques qui se valent en termes de sécurité. C'est pas, je suis pas là pour vous dire acheter des Ledger, mais Moi, j'ai pas ils peur sont de le bons. dire, hein. Moi, moi, ne travaillant pas chez Ledger et n'ayant pas d'action chez Ledger, je pense que Ledger est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur hardware wallet qui existe sur Terre aujourd'hui, hein. Donc, je veux dire, pour une fois qu'on est bon en France sur un truc, et traditionnellement, la sécurité, la crypto et ces trucs-là, c'est un champ dans lequel on n'est pas mauvais en France d'habitude. Donc, je pense qu'on a le droit de s'en féliciter, quoi. On a le droit de s'en féliciter. Trésor est très bien. Il y a des Après, fans de Trésor. après, on n'est pas seulement bon dans enfin, il n'y a pas qu'en blockchain qu'on est bon en France. Il y a dans l'IA aussi. Oh. C'est vrai. Oh, la transition. Oh, la belle transition. Alors, on ne peut pas le dire. Moi, C'est smooth, c'est smooth. Juste avant la transition, je voudrais revenir sur un truc qui était le 25e mot. Là, on a quelqu'un qui nous disait et le principe du 25e mot, utile ou pas, suffisant. Moi, j'avoue, j'ai jamais compris ce truc du 25e mot parce qu'en fait, ça revient à couper la acide en deux. En fait, tu as besoin des deux informations pour reconstituer le truc. Donc, que tu prennes ce que tu disais, Hugo, tout à l'heure, c'est-à-dire 12 mots, tu coupes en deux, tu mets dans deux endroits différents, ou que tu prennes 24 mots chiffrés avec un 25e, en fait, c'est la même affaire. Tu as besoin de deux informations pour reconstituer l'information qui t'est vraiment utile. Et donc, et si tu tombes sur l'une des deux sans l'autre, tu peux rien en faire. Donc, j'avoue, le truc du 25e mot, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt, vu que pour moi, c'est l'équivalent de couper ta scie en deux. Mais je peux me planter. C'est une feature qui est relativement avancée. Parce que je me souviens que chez Ledger, il y a énormément de gens qui s'en servaient, qui étaient convaincus, et beaucoup de gens qui avaient un peu du mal à comprendre vraiment comment ça fonctionne et l'intérêt. Ce qui est assez particulier avec le 25e mot, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mauvais. Donc, bon, pour rappeler, le 25e mot marche un petit peu comme un énième password qui va venir complimenter les 24 mots et qui va rajouter encore un niveau de protection. Le 25e mot, il n'est pas forcément dans la suite des mémoniques, ça peut être n'importe quoi en fait. Il est complètement arbitraire, donc il n'est pas dans les 2048 mots. Mais typiquement, si vous utilisez ça avec un hardware wallet, quand vous allez déverrouiller votre hardware wallet, il va vous demander le 25e mot. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous mettez un mauvais pin, il va vous dire mauvais pin, plus que 2 essais restants. Au troisième, il va s'effacer. Le 25e mot, en fait, il existe une infinité de seeds en dérivant en plus avec ce 25e mot et tout est bon. Si vous vous trompez de mot, en fait, vous allez juste accéder à des comptes qui sont vides parce que c'est comme si vous veniez de générer une nouvelle seed, en fait. Et du coup, ce que le chat dit là, PQ et Tikali, c'est qu'en gros, l'intérêt pour PQ là, c'est la mémorisation. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord encore que moi, le principe de garder que dans ma tête une information aussi capitale, si je deviens fou, si je passe dans le coma, machin, ça me paraît compliqué. Mais mettons. Ouais. Par contre, sur Tikali, c'est un concept qu'on appelle plausible deniability, qui est intéressant aussi de noter, qui est que la meilleure manière, malheureusement, d'extraire l'acide de quelqu'un, c'est de débarquer chez lui avec 3 armoires à glace, 2 battes de baseball et de s'emparer de l'acide par la force. L'existence d'un 25e mot, alors il ne faut pas s'en vanter, pas trop fort en tout cas, mais l'existence d'un 25e mot permet de mettre en place une plausible deniability, c'est-à-dire qu'on dit, bon, bah d'accord, très bien, voici l'accès à mes fonds avec les 24 mots, et en fait, ça représente qu'une fraction de nos fonds, et les vrais fonds sont derrière avec un 25e mot. Ça, effectivement, je trouve que c'est une méthode au regard de la plausible deniability, il y a d'autres manières de faire du plausible deniability, mais en tout cas, ça a du sens, ouais. Clairement, c'est assez malin. C'est assez malin, effectivement. Étant donné qu'on peut générer une infinité de comptes qui, en général, sont vides, rien n'empêche d'avoir un peu deux systèmes de comptes séparés sur la même site en utilisant deux 25e mots différents et de créer un compte où il n'y a pas grand-chose. Pour servir d'écran de fumée, on n'est jamais trop prudent. C'est assez malin, effectivement, honnêtement. Et il faut pas oublier que j'ai vu ça d'ailleurs dans le chat, il y avait une petite hot take qui était en vrai, Ledger Recover, c'est pas mal. C'est vrai. C'est un truc qui cryptographiquement est valide. Ça a choqué les gens parce que d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen en fait d'accéder à l'acide, partie de l'acide directement en ligne quand on branchait sa Ledger sur son Ledger Live. Mais il n'empêche que c'est un système qui permet notamment de retrouver sa seed quand on l'a perdu.
avec une forte sécurité, évidemment, mais donc voilà, il y a quand même ce genre de truc qui existe et c'est, ma foi, intéressant de savoir que ça existe si jamais il y a des gens qui veulent l'utiliser. Bon, allez, sujet suivant. Sujet les suivant. Français, allez. les LLM. Non, c'est pas exactement Allez. ça. le sujet. En tout cas, effectivement, vérifiez vos systèmes de sécurisation et auditez-les régulièrement, puisque le jour où vous avez besoin de les utiliser, s'ils ne fonctionnent plus, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et encore une fois, moi, ayant un peu de visibilité sur ce sujet, régulièrement, j'ai des gens qui me contactent. Sans exagérer, je pense que c'est une fois tous les 4 à 6 mois, où j'ai des gens qui me contactent sur des thématiques de récupération de fonds, en fait, où les gens ont laissé dans un disque dur, dans un je sais pas quoi, dans un papier qu'ils ont perdu, machin. Et à chaque fois, la thématique, c'est comment je fais pour récupérer mes fonds. Je l'ai fait il y a genre... 3 semaines. J'ai acheté 100 € de Bitcoin il y a 7 ans. Aujourd'hui, ça vaut 50 000 €. Comment on fait? Donc, prenez Au ça au final, ça sérieux. avait marché, l'histoire de dérivation? On est dessus encore. D'accord, très bien. On est dessus. Elle doit venir bientôt. Enfin, j'en dis pas trop là publiquement pour le coup. Ok, et bien sujet suivant, on va vous parler des comparatifs entre les différents LLM. C'est le grand fight du printemps, c'est le choc des titans du printemps. Quels sont les meilleurs LLM? Alors, Virgile, je crois que tu as creusé un peu le sujet. Je voulais juste introduire le truc. Pourquoi on en parle? C'est notamment parce qu'il y a eu des infos récemment sur notamment un point qui est que Claude se vante d'être vraiment le meilleur LLM, comme littéralement tous, hein, mais il y a eu cette info qui est sortie le 5 mars, donc c'était il y a une semaine en gros, et c'est pour ça qu'on a mis ce sujet, dans lequel Claude, avec ses 3 systèmes différents de LLM qui sont Opus, Sonnet et Haiku, montre à chaque fois des résultats qui sont vraiment impressionnants face à ChatGPT notamment et Gemini de Google. Donc voilà. Et les comparaisons, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en faire 1 milliard et que, in fine, peut-être ce qui est intéressant, c'est de comprendre, ce qui permet de faire comparaison, et 2, au final, c'est qui a la plus grosse, et ensuite, c'est éventuellement comment faire pour choisir le LLM qui nous convient. Alors, deux choses. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un LLM et est-ce que tu peux zoomer dans l'image qu'on puisse la voir bien? Ouais, bien sûr. Youhou. Alors, c'est quoi un LLM? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Tu veux répondre, Hugo? Oui, carrément. LLM, ça signifie Large Language Model. C'est toute cette famille d'IA qui est très, très hypée en ce moment, qui notamment est derrière le très connu ChatGPT. Donc, des IA à base de texte dans lesquels on envoie du texte et le modèle va en fait créer une réponse qui va nous renvoyer. Et on peut faire des conversations avec ça, on peut faire plein de choses. Trop bien. Ok, donc du coup c'est un modèle qui emmagasine plein de données et qui, en fonction des données qu'il a enregistrées, il va donner des réponses en fonction de ce qu'on lui demande. Dans un système de chatbot, c'est ça, ouais. C'est ça l'idée. Mais en fait, il y a énormément d'applicatifs. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on les découvre. On les découvre au fur et à mesure. Moi, je traîne un peu dans une communauté où il y a beaucoup de gens qui sont créatifs, qui essaient de monter des petits softwares à gauche à droite, des SaaS et compagnie. Et en fait, à chaque fois, tous les jours, on est surpris par des nouveaux concepts, des nouvelles idées où les gens font des usages mais très créatifs des LLM. Et je pense que là, ça ne va faire qu'arriver. C'est que le début. On est un petit peu à l'ère Facebook avant Facebook. À chaque fois que quelqu'un invente un truc, on se dit mais j'aurais dû y penser, c'était évident. Et c'est vraiment une époque incroyable à ce niveau-là. Que des produits à base d'IA. En plus, la technologie en elle-même évolue, mais à une vitesse dingue. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quand est sorti ChatGPT, mais en fait, ça fait extrêmement peu de temps. Et dans ce laps de temps, on a eu GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, et à chaque fois, ils rivalisent à chaque fois, la barre est mise beaucoup plus haute, avec d'ailleurs l'annonce un petit peu faite à moitié, le leak, on ne sait pas vraiment si c'est un leak ou pas, de GPT 4.5 qui a été fait il y a 2 jours, il me semble, qui va encore mettre la barre plus haut. Ça va à une vitesse, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Et là-dedans, pardon. Vas-y, est-ce que tu peux présenter les différentes rubriques là, du test? Ah, il y a un bébé qui pleure derrière. Ça peut arriver. Ok, et donc du coup, des tests en eux-mêmes, comment est-ce qu'on teste un LLM, comment est-ce qu'on obtient ce genre de benchmark
C'est intéressant en soi. Alors du coup, là, dans le Bah, benchmark c'est- qui est proposé par Claude, Claude propose un benchmark basé sur plein d'évaluations différentes et notamment des évaluations un peu classiques. C'est-à-dire, par exemple, là, en gros, undergraduate level knowledge, c'est le bac, en gros, à peu de choses près. Undergraduate, c'est avant le bac, donc c'est à peu près ça qu'on est en train de tester. Grade School Math, Math Problem Solving, Multilingual Math, Code. Donc là, c'est une petite évaluation qui s'appelle Human Eval, qui permet en fait de juste vérifier si le LLM est capable de nous ressortir du code qui fonctionne, qui est logique par rapport à ce qu'on lui demande, et ainsi de suite. Mixed Evaluation, c'est un truc un peu général. Knowledge Q&A, donc là, c'est carrément juste de la connaissance. Et là-dessus, sur la connaissance, par exemple, on se rend compte qu'un GPT 3.5 est vraiment moins bon que les autres. Le Common Knowledge, pareil, c'est du Knowledge. Donc il y a un truc vraiment de... on le teste selon des cas d'usage qui pourraient être des cas d'usage des personnes qui viendraient l'utiliser. Donc c'est-à-dire lui demander des questions qui peuvent être logiques et légitimes, lui demander des questions de connaissances, lui demander des connaissances en code, par exemple, pour nous aider dans notre productivité en tant que développeur. Donc il y a plein de trucs comme ça qui viennent rentrer en compte dans ces tests-là. Mais ça, c'est des types de benchmarks. Il en existe plein de benchmarks. Et par exemple, quid de la créativité? Est-ce que là-dedans, ça rentre en compte? Non. Quid de, je sais pas, la précision? Est-ce que on fait face à un truc qui est souvent bon, mais qui parfois donne des grosses erreurs? Donc ce genre de choses peut être intéressant aussi à évaluer. Et évidemment, quand Claude nous donne un benchmark qui est en sa faveur, c'est qu'ils ont choisi aussi des trucs qui étaient en sa faveur. Je dis pas que Claude est moins bon strictement que les autres, mais il faut les tester. Vous les avez testés d'ailleurs, certains d'entre vous. Alors, Claude, OpenAI, je l'utilise régulièrement. Par contre, Claude, je n'ai jamais testé. Bah, en vrai, pour répondre à ta question, Jérémy, c'est même pour répondre au chat en général, c'est possible de comparer des LLM soi-même parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'agrégateurs de modèles d'IA qui existent et alors il y a notamment BlueGPT qui existe et qui a été créé par une des intervenantes d'Alira pour nos formations IA justement. Et il y a il y a Pau qui existe également. C'est deux agrégateurs de modèles et ils vous permettent de tester plusieurs modèles différents et de savoir celui qui, enfin, en tout cas de comparer un peu les performances des différents modèles entre eux. Et Et tu du voulais coup, j'avais rajouter fait un tout petit test avec GPT et Claude. Donc du coup, j'ai utilisé GPT 3.5 et Claude 3 parce qu'en fait, je n'ai pas payé la solution. Et typiquement, avec une question un petit peu simple, donne-moi un résumé de l'avancée des recherches sur l'informatique quantique. Exactement la même question sur ChatGPT et Claude. Sachant que le système, ça ressemble à ChatGPT, hein, on lui demande ce qu'on veut. Et en fait, on choisit quel est le système que l'on veut utiliser. Donc GPT-4, Claude 3, Mistral, Llama, Perplexity et Stable Diffusion si on a envie de faire des images. Et donc du coup, en lui donnant un peu tout ça, en choisissant en fait le modèle que l'on veut, on va pouvoir du coup utiliser l'outil que l'on veut, le LLM que l'on veut. Et ici, typiquement, sur donne-moi un résumé de l'avancée des recherches sur l'informatique quantique, GPT-3 a été capable de me donner une réponse qui était satisfaisante. Certaines de ces avancées incluent la démonstration de la suprématie quantique, explore également des applications potentielles dans la cryptographie, simulation de molécules, machin. Mais en fait, c'est assez vague ce qu'il nous dit. Là où Claude, finalement, nous donne un résumé beaucoup plus complet. Peut-être qu'on peut arriver au même résultat. Hein. Potentiellement, c'est juste une histoire de prompt aussi. Il y a ce qu'on appelle maintenant les prompt engineers, qui sont là pour justement travailler les prompts pour ressortir le meilleur de ces différents outils. Mais typiquement, Claude, avec la même question, nous donne directement, genre, tiens, voici point par point ce qu'il y a. Donc du coup, développement de processeurs quantiques, démonstration de la suprématie quantique, on arrive sur la même réponse ici. Correction d'erreur, algorithme quantique, application potentielle. Donc là, pareil, hein, simulation de molécules, il me ressort quasiment la même chose, parce que très certainement que le badge d'information, le dataset de base, est un peu similaire. Mais in fine, il arrive à me sortir ça sous un format déjà plus digeste et aussi peut-être un peu plus travaillé. Donc du coup, typiquement sur cette question, allez hop, je donne 1-0 à Claude. Bon, je vais pas pouvoir faire aller le match beaucoup plus loin, parce qu'en l'occurrence, l'outil... Je te fais le match retour parce que je viens de faire je viens de poser la question à GPT-4 du coup. Attends, est-ce que ça marche? Yes.
Ah mince, pardon. Vas-y. T'inquiète, j'ai cliqué en même temps que toi. Sur GPT-4, on a une structure qui ressemble à celle de Claude, hein. Et alors, un truc que j'aime vraiment pas mal, c'est les sources, putain. Ah ouais. Les fucking sources. Ça, c'est pas mal. On est content d'avoir des sources. Enfin, des Tu lui as demandé? Tu lui as demandé ou il l'a fait tout seul? Il l'a fait tout seul comme un grand. Ah ouais. J'ai pris la même Alors- question que Cyril. Hein. Fair game. C'est récent, hein? C'est Ouais, récent, c'est- ça, je pense. Très récent. Après, je vais quand même nuancer les propos de Jérémy. Des fois, j'essaye de chercher des infos, j'essaye de chercher des infos dans la blockchain et il donne des sources qui sont absolument pas adaptées. Donc, en fait, pour des sources connues, il y a aucun problème. Mais ouais, dès qu'on se spécialise un peu plus, il faut mieux faire des recherches plusieurs fois. Ah, bien sûr, hein. Ça reste des outils expérimentaux, comme on dit. Juste un truc qui est cool avec BlueGPT et avec les comparateurs directs. Là, en l'occurrence, il y a un système de forfait abonnement général. Genre pour une trentaine d'euros par mois, en gros, il y a accès à littéralement tous les LLM dans leur version premium. Donc c'est cool si jamais c'est quelque chose que vous utilisez vraiment beaucoup dans le cadre de votre travail pour augmenter votre productivité ou quoi que ce soit. Bon, en fait, ça peut être typiquement un outil qui peut devenir une norme aujourd'hui d'avoir un forfait pour les gouverner tous. Ça peut être intéressant. Ah bah tiens, il t'a pas sorti les informations sourcées avant. Ah, il te les donne. Ok, c'est bon. Ouais, ça y est. Ouais. Bon, décevant. Franchement, deux trucs un peu décevants. Alors, moi, par contre, pour pas mal toucher avec les LM en ce moment, bah, surtout en interfaçant avec les API directement d'OpenAI et compagnie, ce que je remarque vraiment, niveau Claude 3, pour moi, vraiment, ce que ça a apporté, c'est du succès sur un test qu'on appelle le haystack test, l'aiguille dans la botte de foin en français. Mhm. Et l'idée, c'est que tous ces LLM, dans leur documentation, ils ont ce qu'on appelle des tailles de contexte maximales. Alors, le contexte, qu'est-ce que c'est? Le contexte, en gros, c'est l'ensemble d'informations que va prendre le modèle en paramètres. Typiquement, pour ChatGPT, ça va être l'intégralité de l'historique de la conversation. Et basé sur ça, il va créer une réponse qu'après on va mettre en dessous de la conversation, puis on reprend le contexte, on le renvoie dès que l'utilisateur repose une question et compagnie. Et bien que ces tailles maximum de contexte, elles fassent que évoluer vers le haut et que ça soit de plus en plus grande, en fait, on se rend compte assez vite que quand le contexte grandit trop, on commence à perdre un petit peu en précision sur les retours de l'IA. Et je sais pas s'il y a des fervents utilisateurs de ChatGPT dans le public, mais souvent, vous vous rendez compte que quand une conversation commence à durer trop longtemps, il commence à oublier des trucs, il commence à omettre des points qu'on a demandé juste avant, etc. Et en fait, là où pour moi, Claude 3 est très très fort, c'est qu'il a une mémoire qui ne faillit pas. Et même si la conversation dure des centaines et des centaines de messages, il est globalement toujours capable de se rappeler de quelque chose qui a été dit il y a son message. Et pour tester ça, ils utilisent donc ce fameux test de l'aiguille dans la botte de foin où en fait, ils vont littéralement spammer le modèle avec des gros blobs de texte gigantesques et dedans, ils vont disséminer une toute petite information qu'ils vont leur demander à la fin. Et si jamais l'IA arrive à recracher cette information qui est cachée sous des tonnes de texte, alors le test est passé. S'il n'y arrive pas, le test n'est pas passé. Et sur ça, Claude 3 se démarque vraiment de la compétition. Ah, c'est bon. C'était le moment trivia. Super intéressant. Ça me fait penser, juste j'ai essayé il n'y a pas très longtemps les DALL-E 3 et Midjourney. Il y a des comparatifs qui traînent sur Internet, vous pouvez aller voir. Où justement, un des trucs qui revient très souvent avec Midjourney, c'est que en fait, c'est très joli, c'est un côté très artistique, mais in fine, ça prend pas en compte tous les paramètres qu'on peut lui demander. Il comprend bien les paramètres genre sur le style, sur l'aspect ratio et ce genre de choses, mais dès qu'on va lui dire donne-moi un personnage avec des yeux fermés, avec des petits pois sur le corps, machin, en fait, tout ça, au bout d'un moment, il va commencer à en faire un amas et il va te ressortir un truc qui a l'air cohérent, mais pas précis, en fait. Et là où, par exemple, DALL-E, qui évolue avec le temps et devient aussi de mieux en mieux, en fait, lui, il commence à justement essayer de venir chercher chacune des caractéristiques qui ont été proposées. Et je sais que j'ai fait un exemple avec donne-moi 5 monstres avec le premier, il a tel truc, le deuxième, il a tel truc, le troisième, il a tel truc. Midjourney a été capable de m'en donner 2 et DALL-E a été capable de me sortir les 5. Donc du coup, il y a un vrai truc aussi sur la capacité de compréhension
d'un ensemble justement de données et de mémorisation de ces données. Et c'est vrai que du coup, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et du coup, visiblement, Claude et Dali sont capables de mieux comprendre en fait tous les éléments qui ont été donnés. Intéressant. C'est clair. Bon, et très Tu bien. utilises quoi? Attends, juste un vas-y. truc, tu utilises quoi, Hugo, toi, au quotidien? Si tu dois travailler avec des IA? Euh, alors, pour mon usage personnel, type assistant, j'utilise OpenAI avec leur abonnement pour pouvoir utiliser GPT-4. Après, actuellement, pour le service que je suis en train de développer, j'utilise les API d'OpenAI, Ok, notamment. d'accord. En Ok, fait, pour une d'ailleurs, raison particulière? parce que je suis parti avec, mais en fin de compte, ils ont un petit peu imposé le standard parce que c'était les premiers. Ouais. Et de toute façon, maintenant, tout le monde copie un peu leur API. Donc, je pense qu'à terme, on va pouvoir avoir quelque chose d'interchangeable assez vite, à mon avis. Ouais. Claude est très récent. Claude est hyper convaincant. J'attends de voir un petit peu comment ça s'articule au niveau des prix et compagnie aussi, parce que ce qu'on dit pas souvent sur l'IA, c'est que les prix sont quand même très, très élevés. Créer un service qui utilise l'IA, c'est parfois on arrive sur des requêtes, une seule requête peut coûter 1 centime. C'est absolument Ouais, pas ça commence choquant. à faire. Une requête GPT-4, ça peut coûter 1 centime. Ça dépend de la taille du contexte. Mais plus la conversation est longue, plus le contexte s'allonge. Et souvent, une seule requête, ça peut coûter 1 centime à compute. Donc en fait, créer un business model là-dedans qui utilise ça, il faut apporter énormément de value parce que là où d'habitude Internet est relativement cheap, faire de la computation avec un LLM, en fait, c'est très très cher. Quelqu'un disait dans le chat qu'il y avait des modèles qui pouvaient tourner localement, et c'est vrai, mais pas tous, en fait. À ma connaissance, le seul vrai modèle sérieux, vraiment costaud, qui peut tourner localement, mais il faut avoir une carte graphique, il faut avoir une 4090, un truc très 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 haut de gamme, c'est Mixtral, ouais, effectivement, qui a des plutôt bons résultats, qui peuvent être comparés de près ou de loin au dernier modèle d'OpenAI et Claude. Par contre, après, tous les petits modèles, notamment ceux de Facebook, Llama et compagnie, qui peuvent tourner en local, ils sont quand même un peu moins puissants, un peu moins smart. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'ils tournent sur à peu près n'importe quel hardware. Il me semble qu'il y en a certains qui tournent même sur des téléphones maintenant. Ouais, du coup, c'est le modèle Mixtral 8X7B, du coup, si. C'est ça. Waouh. Ok. Mais ouais, c'est assez intéressant. Puis le développement, les outils, tout à l'heure, par exemple, on faisait référence à Dali, qui effectivement est très précis. La réalité de Dali, c'est qu'en fait, quand on utilise Dali, on ne prompte pas directement Dali, on prompte ChatGPT, qui en fait, lui, va prompter sur Dali. D'ailleurs, quand vous générez une image dans ChatGPT, il est un peu caché, mais vous avez une petite bulle info à côté, vous pouvez appuyer dessus. Et quand vous appuyez dessus, vous pouvez voir le vrai prompt qui a été utilisé, en fait, ce que Dali finalement a reçu. Et la force de ChatGPT, c'est qu'il meuble les IA qui génèrent des images. En fait, elles détestent le vide, donc elles vont essayer de remplir l'écran. Et vous, si vous promptez, que vous mettez 3 mots, genre, je sais pas, un lapin avec un chapeau, en fait, il va pas se contenter de mettre un lapin avec un chapeau. Il va essayer de mettre une clairière, des arbres. Enfin, il va essayer de meubler, mais c'est très aléatoire en fin de compte. Et le secret de Dali, en fait, c'est que ChatGPT, lui, il va vraiment remplir l'écran avec un prompt à rallonge. Enfin, les prompts, souvent, ils font des pages et des pages sur Dali, et va vraiment essayer de donner énormément de détails de façon à avoir de la consistance, et après pouvoir modifier le prompt, lui dire j'aimerais bien que le chapeau il soit rouge, alors il va refaire tout le prompt, mais cette fois-ci il va insister sur le fait que le chapeau doit rouge. C'est assez intéressant comme use case. Amusant, très amusant. Bon, allez, parlons un peu de Dankun. Merci PQ pour la transition. on pourrait créer la transition de l'année, une petite médaille, tu vois, qu'on donnerait à celui qui a réussi la transition entre les meilleurs sujets. Dankun, donc ça a été poussé hier à nouveau. Hein, ça montre la capacité assez incroyable qu'a le réseau Ethereum à se mettre à jour alors qu'il est live. Le tout sans interruption de service, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Qu'est-ce que c'est, Cyril, cette mise à jour? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer? Et surtout, est-ce qu'on va payer moins de frais de gaz? Ouais, je vais juste faire un tout petit retour sur la gouvernance d'Ethereum et comment ça se passe. Parce que c'est quand même un truc qui est important. Et puis, en vrai, c'est plutôt bien fait. Donc autant le faire. Donc du coup, Dankun, c'est une mise à jour d'Ethereum. Comment on gère la mise à jour d'Ethereum? En fait, il faut que les développeurs d'Ethereum se disent « Ok, on a une raison de le mettre à jour et on va faire quelque chose. » Comment ça se passe, ce truc-là? Eh bien, ça se passe déjà, premièrement, par aller sur le GitHub d'Ethereum. Encore une fois, on est dans de l'open source sur la blockchain.
Et dans l'open source, et sur GitHub, excusez-moi, on va avoir notamment ce qu'on appelle des pull requests. Les pull requests, c'est des modifications et des ajouts, ce qu'on veut, quoi. Et donc, du coup, ici, il y a plein de gens qui proposent des mises à jour d'Ethereum avec les EIP différentes à chaque fois. Bon, là, il y a plein de fixes typos, mais peu importe. Ok, bon, ça, c'est le premier truc. C'est déjà, premièrement, on va commencer à l'écrire sur le GitHub. Donc, on va proposer un nouveau code qui vient s'ajouter, qui vient modifier l'existant. Et ensuite, deuxième élément, c'est discuter sur le forum d'Ethereum. Le forum d'Ethereum, c'est ethereum-magicians.org, c'est la Fellowship of Ethereum Magicians. C'est un endroit où tous les gros développeurs d'Ethereum peuvent se rencontrer et discuter. Et ici, j'ai notamment un post sur qu'est-ce que ce sera l'upgrade prochaine, et on l'appelle déjà Prague Electra, est déjà prévu pour la fin d'année. Et donc, dans Prague Electra, qu'est-ce qu'on va inclure dedans ? Et donc là, ici, on a Tim Bako, un des développeurs core d'Ethereum, qui est en train d'expliquer, voilà, donc nous, on a envie d'imaginer des candidats, voici cela, machin, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on va pouvoir trouver, par exemple ici, Guillaume Ballet, je vais en reparler de lui, Tim Bako, pas mal de gens comme ça qui vont vouloir parler de leur mise à jour proposée et essayer de la faire inscrire à l'intérieur d'Ethereum. Et donc, du coup, ça se passe bien, machin. On va donc pouvoir arriver donc à la nouvelle situation qui va être donc faire la mise à jour. On a décidé ensemble de qu'est-ce qu'on met à jour. On va donc décider ensemble de précisément quels sont les éléments à ajouter. Et donc, du coup, puisqu'on va décider ensemble de quels sont les éléments à ajouter, derrière, il y a une deuxième vague qui est à faire, qui est celle des clients blockchain. On met à jour notre client blockchain pour pouvoir faire les mises à jour d'Ethereum, puisque ce sont les clients blockchain qui font tourner le réseau. Donc, première étape, on fait la mise à jour des clients blockchain. Cette mise à jour des clients blockchain, c'est notamment, par exemple, Get, c'est notamment Besu, Erigon, peu importe, qui vont chacun devoir faire leur mise à jour pour être compatible avec la mise à jour qui doit être lancée. Donc là, ici, Denkun en l'occurrence. Ok, très bien. On a décidé ensemble de quels sont les éléments à implémenter. On a décidé ensemble de quelle est la date à partir de laquelle cette mise à jour est activable. Du coup, entre ces deux moments-là, on fait la mise à jour des clients. Et comme ça, au moment où Denkun est activé, hop, le client est capable de prendre en charge la suite. Très bien. Juste, petit point sur toutes ces EIP. Vous pouvez tout à fait retrouver précisément des détails sur chacune de ces EIP sur la chaîne YouTube Ethereum Caterders, qui s'appelle Pip EIP, et qui est notamment avec les personnes qui proposent ces EIP. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Et du coup, Cocorico, sur les EIP, on a notamment quelques Français qui participent à ça. Tout à l'heure, j'ai cité Guillaume Ballet. On va avoir aussi, par exemple, Adrien Croubois d'Open Zeppelin. Guillaume Ballet, c'est un développeur principal de Go Ethereum, donc de Get. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Et donc, on en arrive à la mise à jour en elle-même. Donc, une fois qu'on a réussi à comprendre comment ça fonctionne, on doit mettre à jour le client, et toutes ces mises à jour de clients, elles ont été implémentées par l'ensemble de la communauté des développeurs d'Ethereum. Une fois qu'on a fait ça, on est obligé de dire ok, très bien, quelles sont ces mises à jour qui ont été faites ? Et donc, ici, on a la liste des différentes mises à jour qui ont été incluses dans Denkun. Nous, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est celle-ci, Shared Blob Transactions. Toutes les autres, ce sont des mises à jour intéressantes. Notamment, par exemple, Self-Destruct Only in Same Transaction, c'est un truc qui concerne tous les développeurs de Solidity. Donc, typiquement, moi, je vais devoir l'enseigner, cette mise à jour, parce que il y a une grosse modification d'un opcode, donc du coup, de la signification de ce que fait du code. Mais, in fine, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Shared Blob Transactions. Est-ce que vous voulez prendre la suite ? Je me suis fait un tunnel, désolé. Vas-y, non, t'es très bien. Très bien. Ok, du coup, le Shard Blob Transactions. Le Shard Blob Transactions, c'est l'idée, donc, du coup, d'avoir des nouveautés à l'intérieur de la mémoire d'Ethereum. Donc, ces nouveautés, c'est notamment l'idée de ces blobs. Les blobs, ce sont des espaces mémoire dans lesquels on peut mettre beaucoup d'informations. Et en fait, ces blobs, c'est quelque chose de vraiment complètement nouveau. Avant, on avait globalement la mémoire de l'ensemble des transactions, éventuellement la mémoire des blocs, selon on était stateless en archive ou pas. Mais bon, bref, stateful, pardon, en archive ou pas. Donc voilà, il y avait des espaces mémoire un petit peu différents, et donc là, on a un nouvel espace mémoire qui va faire partie, lui, des transactions. Donc on va avoir des transactions, on va avoir des blob transactions, dans lequel on va avoir juste ces blobs-là. Et en fait, l'intérêt, c'est que ces blobs-là, on est obligé de créer un nouvel espace mémoire, donc c'est chiant parce qu'on se dit, ça veut dire qu'il y aura des ordinateurs qui vont devoir stocker toujours plus d'informations, qui vont devoir toujours process plus d'informations, sauf que pas vraiment. Les blobs, ils sont là juste pour être déposés, donc déjà, il n'y a pas de computation dessus, et en plus de ça, on va les supprimer au fur et à mesure du temps. Donc c'est-à-dire, on va les garder 2 semaines, 20 jours, peu importe.
On va les garder un certain temps. Le seul but étant de pouvoir valider des choses pendant ce temps-là. Et ensuite, nous, on va pouvoir continuer et on va pouvoir supprimer. Donc, du coup, on ne va pas augmenter de manière infinie la taille de notre blockchain. On ne va pas augmenter aussi la taille de la computation, donc du coup, des ordinateurs qui sont nécessaires pour faire tourner la blockchain. Donc, c'est plutôt cool, en fait. C'est une solution qui est intéressante. Et pourquoi on peut faire ça ? Tout simplement parce que dans ces blobs, on va mettre notamment un truc important, c'est l'état des roll-ups. Donc, du coup, les roll-ups, les Starknet, les Arbitrum, tout ça, les Layer 2, en fait, elles vont garder en mémoire sur ces blobs la preuve cryptographique ou alors le settlement de ce qui s'est passé sur leur blockchain directement sur Ethereum dans les blobs. Et donc, du coup, ces blobs, ils peuvent être supprimés au bout d'un certain temps parce que comme à tous les blocs, ils vont essayer d'envoyer des blobs, en fait, notre sécurité, elle va avancer au fur et à mesure et par récurrence. Puisqu'on était bon à l'instant n, alors on est bon à l'instant n plus 1, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on peut supprimer les trucs les plus anciens. Donc, voilà en gros l'idée derrière ces blobs. Et donc, du coup, à quoi sert cet espace mémoire ? Ça sert à réduire énormément les coûts. Parce qu'au lieu de foutre tout ça dans un smart contract et d'utiliser la mémoire classique, là, on va utiliser ces blobs qui utilisent de la mémoire qui est beaucoup plus légère, beaucoup moins coûteuse en tout cas à être utilisée. Et du coup, juste un petit truc, l'ensemble de cette mise à jour a eu droit à son live stream. Au moment du premier blob, on a eu un blobfish dans les logs de vos clients blockchain. Donc, c'était un petit blobfish, c'était mignon. Et ensuite, en fait, la plupart des Layer 2 se sont mis à poster des blobs. Donc, ça a eu lieu hier. Je vais actualiser ça histoire d'avoir des informations à jour. Ça a eu lieu hier autour des 13-14 heures. Et donc, au début, des gens un peu random se sont mis à faire des blobs. Puis ensuite, ZK Sync s'est mis à faire des blobs. Donc, on a eu un premier roll-up qui s'est mis à faire des blobs. Ensuite, après ZK Sync, hop, c'était Starknet. Et ainsi de suite. Vas-y, je vais te laisser parler, Virgile. Désolé, désolé de te couper la parole, Cyril, mais ça valait quand même le coup de partager ça. C'est que en fait, les roll-ups doivent se mettre à jour pour pouvoir proposer des blocs sous forme de blob. Et jusqu'à maintenant, il y a 6 roll-ups différentes qui ont été partagées par Gaëtan, qui est formateur chez nous et qui ont mis à jour leur réseau. Et là, en ce moment, on a toutes les chaînes qui ont été construites sur Optimism. On a Starknet, ZK Syncera et Mod Network aussi. Et ouais, le fait est que maintenant, il faut attendre que d'autres roll-ups se mettent à jour également. Apparemment, pour Arbitrum, tu auras une mise à jour en 2 temps, une qui arrivera aujourd'hui et une qui arrivera le 18 mars. Mais dans les faits, une fois que ces roll-ups-là seront mis à jour, les coûts des transactions seront vraiment divisés par plusieurs dizaines. On pensait notamment à Starknet où un swap nécessitait plusieurs dollars pour être réalisé. Aujourd'hui, ça coûte quasiment moins d'un centime. Tu vois, je sais pas si je sais pas si tu as constaté la même chose de ton côté, Cyril, mais En gros, pourquoi ça coûte moins cher ? C'est parce que tout simplement, comme on prend moins d'espace mémoire sur Ethereum, on prend l'espace juste des blobs, et bien en fait, ça consomme moins de gaz sur Ethereum. Et en fait, c'est la majeure partie des frais. En fait, c'était pas les frais qui étaient liés à Starknet, c'est les frais qui étaient liés à Ethereum. Et donc, du coup, on se retrouvait dans ce truc-là on payait Ethereum pour pouvoir faire quelque chose sur Starknet. Maintenant, aujourd'hui, on paye un peu Ethereum pour pouvoir faire quelque chose sur Starknet, parce qu'il y a quand même besoin de cette sécurité. Mais au final, c'est quand même bien moins grand. Et en effet, du coup, comme il disait Virgile, il y a quand même une mise à jour des réseaux qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser des blobs. On change complètement la manière d'envoyer de l'information sur Ethereum. Donc du coup, il faut bien le mettre à jour, ce truc-là. Et donc, c'est intéressant parce que maintenant, aujourd'hui, on peut utiliser Starknet de manière très peu coûteuse. Alors juste, je vais présenter quand même quelque chose. Les blob fees, elles sont présentées ici. Et donc, du coup, on se rend compte que, au début, Starknet prenait un maximum de blob fees. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il payait beaucoup d'argent pour pouvoir balancer ses blobs. Évidemment, ce sont les utilisateurs de Starknet qui payent l'argent, c'est pas Starknet qui directement le fait. Et typiquement, si vous aimez Arbitrum, il y a Optimism qui est déjà disponible sur les blobs. Ok, juste
Un petit point, du coup, en effet, tu l'as bien dit, donc on a quasiment divisé par 100 en fait les coûts d'exécution des transactions sur les différents Layer 2. Donc c'est quand même vraiment très cool ce truc. Il y a quand même des choses à dire, c'est que c'est super, ça veut dire que des gens vont vouloir utiliser les Layer 2 bien plus souvent, parce que forcément, une transaction, au lieu de nous coûter 1 million d'euros, elle nous coûte 100 fois moins, on a envie de la faire en fait. Donc c'est logique. Maintenant, il y a aussi les effets négatifs. Déjà, premièrement, l'effet négatif premier, qui est celui qui est évoqué par plein de gens depuis le début de cette nouvelle idée d'Ethereum d'être une settlement layer et donc du coup d'être très roll-up centric. Donc c'est, est-ce que c'est quelque chose de bien Est-ce qu'on a envie qu'Ethereum grandisse par ses petits cousins et non pas par lui-même Bon, ça c'est une question philosophique. Et il y a une deuxième question qui est moins philosophique, qui est beaucoup plus terre à terre, qui est ça fait quoi comme impact sur l'ETH? Est-ce qu'il faut acheter l'ETH? Est-ce que demain, à cause de cette histoire de blob, on doit vous dire incroyable, Ethereum, c'est fou, donc du coup, acheter de l'ETH? En fait, on ne sait pas. La vraie réponse, c'est on ne sait pas parce que déjà d'une, on n'est pas devin, on n'a pas de boule de cristal. Mais surtout, le premier truc à dire, c'est que si ça augmente les usages sur les Layer 2, ça augmente pas directement les usages sur la Layer 1. Donc du coup, ça va donner de l'importance au Layer 2, pas à la Layer 1 directement. Évidemment, ça va créer des fees sur la Layer 1. Mais par contre, en fait, ça diminue énormément les fees qui auraient été consommées s'il n'y avait pas eu les blobs. Donc du coup, il y a moins de fees. Il y a moins de fees, ça veut dire que du coup, l'ETH est un peu moins utile. En plus de ça, puisqu'il y a moins de fees, il y a moins d'argent qui est burné. Parce que, en gros, je vous la fais courte, mais il y a eu des mises à jour récentes, qui, notamment London, qui ont fait en sorte que les fees sont cramées. Donc, elles ne sont plus utilisables. Donc, la masse monétaire diminuait sur Ethereum. Vous pouvez aller sur Ultrason de monnaie pour regarder ces chiffres-là. Toujours intéressant. Donc, du coup, sur Ultrason de monnaie, vous allez voir, en fait, la quantité de TH ne fait que diminuer. Avec l'idée d'un système de blob qui fait en sorte que moins de fees sont utilisés, moins de fees sont burnés, et donc du coup, peut-être que le TH supply, in fine, va commencer à augmenter. Parce que on crame moins de fees, on crée des Ethers, mais on en détruit moins, donc du coup, peut-être qu'on va changer la politique déflationniste d'Ethereum. Et donc, en changeant la politique déflationniste de l'Ethereum, on enlève la raréfication de cette monnaie, et peut-être qu'à terme, ça amènera une dévaluation du cours de l'Ethereum. J'en sais strictement rien. Je suis encore une fois personne pour dire. Bitcoin ne fait que d'augmenter, et pourtant, on crée en permanence des Bitcoins. Bref, il y a plein de trucs à essayer d'imaginer maintenant sur la suite d'Ethereum. Est-ce que les Layer 2 vont enfin prendre le pouvoir? Est-ce que ça va être intéressant pour Ethereum de continuer dans cette voie-là, d'exister en tant que settlement layer, exister pour les autres, ou au contraire, est-ce que finalement c'est la ruine d'Ethereum qui va chuter à cause justement de ces fees? Bref, si tu veux, si tu veux, Cyril, j'ai des éléments de réponse par rapport à tes questions. Merde, il est déjà 31. C'est que, t'inquiète pas, ce sera vite fait. Il y a eu une interview de Bankless de la part de deux core développeurs et selon eux, en fait, le IP 4844 qu'on vient de vivre, eh bien, c'est juste le début. Pour l'instant, il y a 3 blobs, mais l'objectif à très long terme, c'est qu'on aille jusqu'à 64 blobs, aussi bien sur les Layer 2 que sur le réseau principal d'Ethereum. Donc ça va coûter encore moins cher. Et la principale difficulté, c'est qu'on doit trouver un moyen pour faire en sorte que les validateurs ne vérifient qu'une partie des données plutôt que la totalité. Mais une fois que ce défi sera accompli, on pourra augmenter le nombre de blobs et le réseau Ethereum coûtera encore moins cher qu'aujourd'hui. Voilà. Question de Julien, excusez-moi, il se passe quoi si certains validateurs n'ont pas fait la mise à jour? En fait, globalement, ils ne peuvent pas faire de blob. Donc, s'ils sont tirés au sort, ils peuvent pas faire de blob. Je sais pas s'ils sont spécialement empêchés de créer des blocs, mais ils peuvent juste pas faire de blob. Bref, désolé, on met fin à cette histoire. Jérémy, t'es mute, si jamais depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire la conclusion. En fait, je parle tout seul devant mon ordi. Personnellement, je me sens seul. Mais pourquoi ils m'interrompent tous comme ça tout le temps? Pourquoi personne ne me laisse parler?
Ce liquide incroyable. Bon, du coup, bref, ne vendez pas tout de suite vos éthers. Je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'un Vendez-moi vos éthers, s'il vous plaît. Vendez-les-moi si vous voulez. Si vous les vendez à quelqu'un, vendez-les-moi. Moi, j'achète, il n'y a pas de problème. Donc, non, blague à part, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à cet épisode des Chroniques d'Alira. Hyper cool. Hugo, merci beaucoup pour ta perspective. C'était hyper chouette, aussi bien sur la partie site que sur la partie LLM. Ça fait toujours plaisir de discuter de tout ça. Si vous souhaitez vous former à l'IA et à la blockchain, vous pouvez aller voir sur alira.fr, prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers formation et on analysera votre dossier pour vous trouver la bonne formation pour vous. Et c'était un plaisir de faire ces chroniques avec vous. Bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Tout le monde.